De temps en temps, si vous voulez écrire les ECG, moi, ça me va très bien. Aussi. Donc, je ne fais pas l'affront, juste avoir 2 secondes de vous rappeler comment on fait un ECG. Il y a 12 dérivations sur un ECG normal. Sont faciles à placer. C'était juste pour vous dire autre chose, c'est qu'il y avait aussi des ECG de 18 dérivations. Il ne faut pas oublier non plus de temps en temps de faire un 18 dérivations, notamment sur les douleurs thoraciques, c'est important parce qu'on voit des choses supplémentaires. Elles ne sont pas compliquées à placer, mais il faut y penser et dès qu'il y a des douleurs thoraciques, le faire un peu systématiquement. Ça, par contre, c'est important parce que c'est des choses qu'on répète, mais auxquelles on ne fait pas forcément attention. Les tracés ECG, ils sont hyper importants. Vous allez tomber sur des gens qui font de l'arythmie, parfois de l'arythmie paroxystique. Le jour où vous allez avoir l'ECG qualifiant, cet ECG, au niveau de l'or, on ne l'aura pas 2 fois. Donc, il faut faire hyper gaffe. N'hésitez pas à imprimer du papier. Donc, on n'est pas dans l'écologie. L'ECG, c'est pas grave. On peut imprimer des dizaines de feuilles en continu. Si on a l'information, des fois, c'est capital pour le diagnostic du patient. Donc, imprimez du papier, faites des ECG. 2, faites des ECG sans artefact. Et le but, c'est pas d'avoir des mouvements du patient qui vous font des artefacts et qui rendent le CG illisible. Donc, essayez le plus possible, et c'est pas facile dans le contexte réanimatoire, d'avoir des ECG de bonne qualité parce que ça peut vraiment perturber la lecture. Et ensuite, il faut faire hyper attention à certains paramètres. Si vous n'avez pas les mêmes paramètres que vos voisins, vous allez discuter de façon un peu compliquée avec les gens, parce que vous allez décrire des choses, demander des choses, et il faut vraiment s'astreindre à avoir la même langue. Donc, la vitesse de défilement, c'est 25 mm par seconde. Normalement, vos ECG, ils sont tous réglés comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change, ça. Donc, mais à savoir. Le corollaire de ça, c'est que quand vous regardez des ECG, 200 millisecondes, c'est un grand carreau. Un grand carreau, c'est 200 millisecondes. Et un petit carreau, c'est 40 millisecondes pour les calculs. L'amplitude, par contre, c'est capital parce que souvent, vos ECG, c'est-à-dire qu'ils sont réglés en automatique. Et du coup, ils vous font une amplitude qu'ils adaptent à la beauté de l'ECG. C'est-à-dire qu'en gros, il vous fait un ECG en disant je vais vous faire un tracé pour que toutes les dérivations ne se chevauchent pas. Et donc, je vais me prendre l'habitude de peut-être faire un peu plus d'amplitude, un peu moins d'amplitude en fonction des frontales et des précordiales. Ça, c'est absolument à proscrire parce que vous avez des critères, notamment des infarctus, où le SUS-ST, bah, c'est 1-2 mm de critères. Mais c'est 1-2 mm de critères avec une amplitude standardisée. Donc, si vous vous retrouvez avec une amplitude qui est fausse, vous avez un diagnostic qui est faux. OK ? Ça, il faut faire gaffe à vérifier que votre amplitude elle est en nominal en 10 mm par millivolt et qu'il n'y a pas de je modifie selon le sens du vent. Puis après, il y a le fameux débat des filtrages. Donc, normalement, les filtres, il y a des critères pour les filtres. Donc, normalement, c'est 0,05 150 Hz de filtre passe haut, passe bas. Donc, le but, c'est d'avoir un ECG qui soit le plus large possible pour avoir le plus de signal possible. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, vos ECG, quand vous les achetez, vous ne faites pas gaffe et vous perdez la machine et vous bien la tracer, ils sont trop filtrés. D'accord ? Souvent, c'est du 35, 150, donc il y a toutes les basses fréquences, les hautes fréquences qui manquent. D'accord ? Et donc, c'est du signal d'encore. Donc, ça fait des ECG qui sont plus beaux, mais où il y a moins d'informations. Okay ? Et il y a un filtre 50 Hz qui est le courant. Donc, normalement, c'est 0,05 150 au bas, avec un filtre passe-bande de 50 Hz pour éviter les interactions avec le courant dans les murs, dans les pièces qui ne sont pas toujours hyper bien isolées. Donc ça, il faut faire gaffe parce que ça peut changer un peu les choses. Ne pas hésiter à faire des cellules longues, c'est ce que je vous dis, douleur thoracique d'une dérivation, et par pitié, on n'écrit pas sur les tracés. Pardon, on vous donnera le PDF, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a des petites règles d'or supplémentaires, donc bonne qualité, je l'ai déjà dit. Alors, un scope n'est pas un ECG. Le corollaire de ça, c'est qu'on va parler de test à la strialine, choses comme ça. C'est la page suivante. On ne fait pas un test à la strialine avec un scope. Je le dis, mais on l'a tous les jours par des médecins qui nous envoient des tracés ou qui nous disent ah bah tiens, je lui ai fait un test à la strialine, bah, tu as le tracé, bah non, je l'ai fait avec le scope. Donc ça ne marche pas, on n'a pas l'information. Ne pas avoir des ECG longs, on ne gribouille pas. Et le dernier, ne pas croire tout ce que la machine vous dit. Donc en haut à gauche, vous avez souvent un petit truc qui vous dit tenez la fréquence cardiaque, tenez le PR, tenez le QRS, tenez l'axe, tenez le QT corrigé. Parfois avec un bonus de diagnostic. Donc on a le droit de s'en servir pour éventuellement avoir une information complémentaire, mais c'est souvent pas très fiable, notamment en ce qui concerne les valeurs de QT, etc. Le QT est compliqué à mesurer, d'accord? Et donc, la machine, ben, elle mesure un peu comme elle peut, d'accord?
Donc la valeur du QT mesurée par la machine, il peut être faux parce qu'il y a une onde U, parce que la forme de l'onde n'est pas prise correctement, etc. Par contre, la valeur corrigée, elle est toujours bonne dans le calcul. D'accord. Elle sait faire le calcul mieux que nous. Par contre, elle mesure probablement moins bien que nous. Donc, c'est-à-dire que le QT corrigé, quand vous considérez que le QT absolu est bon, il va être bon. Par contre, le QT mesuré, si vous ne le considérez pas bon, prenez aucune des valeurs. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on vous dit et avoir un peu de recul sur les valeurs. Et puis, avant de parler de tracés d'arythmies diverses et variées, un petit point sur les PACE et les DEF. Donc, alors, vous êtes tous plutôt pas des vieux médecins, donc vous n'avez pas forcément connu cette époque il y a 10, 15, 20 ans, mais avant, les choses étaient faciles pour les pacemakers, les défibrillateurs. Ok. En gros, il n'y avait qu'un seul mode de stimulation, qu'un seul type de pacemaker et de défibrillateur. Les boîtiers étaient tous sous la peau, donc ça veut dire que quand vous voyez un patient, vous cherchiez à droite, à gauche, il y avait un boîtier, pas de boîtier, on savait s'il avait un appareil. Il y avait toujours de la stimulation par les pacemakers et les défibrillateurs en mode unipolaire, c'est-à-dire qu'ils stimulaient depuis le boîtier vers la sonde et donc vous aviez des gros artefacts de stimulation. Ils étaient toujours stimulés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'algorithme qui privilégiait la stimulation, la conduction physiologique, et donc il y avait toujours un QRS stimulé, et ça stimulait dans le VD avec des QRS larges systématiquement. Et un défibrillateur faisait un pacemaker, point final. Enfin, un défibrillateur faisait pacemaker plus défibrillateur, mais je veux dire que tous les défibrillateurs étaient pacemakers. Okay. Ça, c'est en train de changer avec plein de nouveautés qui sont en train d'apparaître depuis ces 10 dernières années et qui continuent à apparaître, notamment encore avec des nouveaux types de défibrillateurs. Maintenant, on stimule quasiment qu'en bipolaire, donc il n'y a pas forcément d'artefact de stimulation. Donc, c'est compliqué de savoir si le patient il est stimulé ou pas. Okay. Les modes de stimulation, ils ont beaucoup changé. On s'est aperçu qu'en stimulant trop les patients sur le ventricule droit, on avait des cardiopathies qui se développaient, on développait une massence cardiaque, etc. Donc, on a autant que possible essayé de privilégier une stimulation physiologique avec des algorithmes qui regardent ce qui se passe et qui ne stimulent que quand il manque un QRS, globalement. Okay. Donc, en gros, votre pacemaker regarde ce qui se passe. Si l'activité atriale spontanée ou stimulée, elle est suivie d'un QRS, ça ne va pas stimuler pour rien. D'accord. Donc, ça veut dire que vos patients, ils peuvent être implantés avec un pacemaker qui marche et avec des QRS fins. On a fait de la stim de branche gauche et de la resynchronisation. Donc les QRS, même quand ils sont stimulés, peuvent être fins, voire très fins. Il n'y a pas de cicatrice parce qu'en même temps, on met des pacemakers sans sonde qui sont dans les ventricules. Et avec les DEF sous-cutanés, Boston pour ne pas les citer, et Medtronic qui arrive avec de l'extravasculaire, sous la peau au niveau du pectum, et ils ne stimulent pas ces appareils. Ils ne font que de la défibrillation. Donc, quand vous avez des patients qui sont implantés dans le matériel, c'est hyper important de savoir comment ils sont implantés, par quelle marque, par quel type de boîtier, parce que ça va changer un petit peu la lecture de l'ECG. Des questions là-dessus ou pas? C'est bon? Ouais. Je vous ai fait l'affront de mettre ça, mais comme ça au moins vous l'avez, c'est les territoires ECG hein, pour les infarctus. Ils sont plutôt simples et faciles à retenir. Les axes, c'est pareil, je vous l'ai mis dans le diapo, mais c'était pas pour en parler. C'est assez facile à lire. Vous prenez D1, D1 VF et vous avez l'axe en 2 secondes s'ils sont positifs ou négatifs. Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Et avant de parler des tracés, tout ce qui peut venir, notamment dans les contextes de chirurgie, de réanimation avec des modifications physiologiques, tout ce qui va pouvoir avoir une action sur la physiologie cardiaque va pouvoir soit créer des problèmes de rythme et ou de conduction. Donc tous les actes chirurgicaux, les cicatrices d'atriotomie, les lésions chirurgicales, des nœuds sinusaux, des nœuds atrioventriculaires vont pouvoir venir modifier vos problèmes de conduction électrique. Tout ce qui va être les modifications de pression, de volume post-opératoire ou liées à une cardiopathie structurelle sous-jacente vont venir pouvoir moduler le potentiel arythmogène de certains endroits, certaines cicatrices, et puis toutes les problématiques ioniques diverses et variées que vous connaissez mieux que moi vont pouvoir aussi favoriser certains types d'arythmies. Donc il y a plein de choses dans le milieu de cardiopédiatrie, de réanimation cardiopédiatrique en particulier, qui vont favoriser la survenue d'arythmies ou de problématiques de rythme et de conduction. Donc on va commencer un peu avec les troubles conductifs. Les troubles conductifs, qu'est-ce qu'il faut savoir en anatomie pour comprendre ça? Faut comprendre que le nœud sinusal il est dans la veine cave sup, jonction veine cave sup et oreillette droite, qu'il n'y a pas de câble, on va dire,
particulier du nœud sinusal jusqu'au nœud atrioventriculaire, même s'il y a des circuits préférentiels de conduction électrique interatriaux, d'accord, mais ça se propage vers le nœud atrioventriculaire, et qu'après, la région du septum interatrial et du septum interventriculaire va être le siège du nœud AV qui peut être lésé dans plein de situations. Globalement, les troubles conductifs, s'il n'y avait que ça à retenir, c'est ça. C'est normal quand le PR est à moins de 200 millisecondes. Et quand vous avez un rythme normal, il y a autant de P que de QRS. D'accord. Quand vous avez un BAV1, c'est simplement le PR qui est augmenté de façon systématique à un chiffre stable, d'accord, à plus de 100 millisecondes, mais toujours stable. Et vous avez toujours autant de P que de QRS. OK. Je passe directement au BAV complet. Le BAV complet, c'est facile. Il n'y a plus de conduction du tout. Et souvent, vous avez plus de QRS que plus d'OP que de QRS. Et ça reste un rythme régulier. D'accord. Parce qu'il y a une dissociation complète entre tout ça. Normalement, il y a un échappement qui est régulier où le patient il est mort. Il y a les deux choix. Voilà. Et donc, quand c'est un échappement bas, lent, c'est régulier. OK. Je dis ça parce que rythme normal, rythme régulier. PAV1, rythme régulier, normalement, alors, sauf s'il y a des frasystoles, etc. Mais PR allongé, mais rythme régulier. BAV3, rythme lent, moins de QRS que mais rythme régulier. Par contre, au milieu, tout ce qui est BAV2, c'est rythme irrégulier. Donc c'est important de parler. Déjà, c'est quelque chose qui peut vous orienter. Rythme irrégulier, c'est pas un BAV complet. Pas logique que ce soit un BAV complet. BAV2, vous allez avoir des choses qui vont rendre les choses irrégulières, sauf cas particulier. Mobitz 1, c'est que vous avez un allongement progressif du PR, un peu systématique, c'est les périodes de Luciani-Wenckebach. C'est-à-dire que votre PR, il va s'allonger, il va s'allonger, il va s'allonger, puis il va bloquer. Donc ça, c'est le phénomène de décrément du nœud AV. La partie, la jonction atrioventriculaire, vous avez le nœud AV, puis le 10. Le nœud AV, il est décrémentiel. Le 10, il n'est pas décrémentiel, il est binaire. Donc, quand vous avez des anomalies ou des phénomènes qui sont fonctionnels décrémentiels, c'est dans le nœud AV. C'est pas grave souvent. Quand vous avez des anomalies qui sont binaires, non décrémentielles, c'est plutôt bas situé, c'est plutôt dans le 10, et ça, c'est plutôt des choses de haut degré. Donc Mobitz 1, ça s'allonge, ça bloque. Mobitz 2, il n'y a pas d'allongement préalable, il y en a de temps en temps 1, 2 qui sont bloqués. Okay. Et il y a le fameux 2 pour 1 qu'on met toujours un peu bancal. Est-ce que c'est un Mobitz 2 une fois sur deux? Est-ce que voilà. Mais globalement, si on peut retenir un truc, normal BAV1, Mobitz 1, c'est pas grave. Ouais, c'est normal. Mobitz 2, BAV3, c'est grave, et le 2 pour 1, il est souvent grave. Quand je dis grave, c'est que c'est un problème organique et c'est plus souvent en lien avec l'implantation d'un pacemaker. Okay. C'est clair pour vous ça? Et donc, puisqu'on parle d'indication de pacemaker, donc ça c'est hors contexte de réanimation. Quand vous passez en post-op et en réanimation, et ben on va essayer le plus possible de privilégier quand même une action un peu attentive. On ne va pas se jeter sur les gens pour les implanter. Il y a toujours une ambiance post-opératoire, péri-opératoire ou de réanimation qui fait qu'il y a des choses un peu particulières qui se passent. Et globalement, on va mettre des pacemakers définitifs quand vous avez un BAV complet qui dure plus de 10 jours, quand vous avez des BAV complets intermittents mais symptomatiques avec des syncopes, ou quand vous avez des BAV intermittents mais avec des alternances bloc de branche droite, bloc de branche gauche, qui fait qu'on sent qu'il y a aussi des branches qui sont lésées et qu'on a un BAV qui est vraiment de haut degré. Par contre, un BAV qui dure moins de 48 heures en post-opératoire ou un BAV qui a toujours un moins de 10 jours avec des QRS fins, sans bloc de branche, etc., on ne va pas l'implanter systématiquement. Le but, c'est d'attendre le plus possible pour implanter le moins de monde possible. Parce qu'évidemment, les pacemakers divers et variés, on a beau faire des sans sondes, etc., c'est toujours des situations de complications potentielles. Quand vous regardez les implantations de pacemakers et de défibrillateurs chez les gens, vous avez des complications qui sont assez nombreuses la première année, donc il y a l'implantation, etc., et les déplacements de son, etc. Mais en cumulé, derrière, c'est 10% de complications tous les 10 ans. D'accord? Fracture de sonde, déplacement de sonde, endocardite et divers et variés. Donc, notamment chez les patients qui sont jeunes, en bonne santé, mettre des pacemakers en trop, c'est vraiment pas une bonne idée. Et pour les pacemakers, ça marche aussi pour les paces externes, que vous utilisez probablement plus que nous en réanimation. Donc il y a le fameux, les 3 lettres pour la fonction des pacemakers. Donc c'est SDF, c'est stimulation, détection, fonction. Les 3 lettres, d'accord?
La première, c'est stimulation, c'est quelle cavité on stimule. Donc ça peut être soit l'oreillette, soit l'ventricule, soit les deux, soit rien. Donc c'est A, V, D ou 0. La détection, c'est pareil, c'est S, V, D ou 0, c'est ce qu'on détecte. D'accord. Et ensuite, vous avez le mode, soit vous faites du trigger. Trigger, ça veut dire que dès que vous détectez quelque chose, stimulez également. Vous allez me dire à quoi ça sert, par exemple. Ben, ça sert, par exemple, si vous voulez resynchroniser quelqu'un avec une stimulation sur la branche, une resynchro à gauche et que vous voulez resynchroniser à partir de la stimulation dans l'ampule droit. Dès que vous détectez quelque chose dans l'ampule droit, vous stimulez à gauche et vous faites une resynchronisation. D'accord? Donc c'est des modes un peu anciens, mais ça peut servir. I, c'est inhibé. D, c'est les deux. 0, c'est 0. Donc quand vous avez un truc qui dit DDD, qui détecte les deux cavités, il stimule les deux cavités et il fait les deux. Il s'inhibe ou il stimule en fonction de ce qu'il voit. D'accord? C'est le pacemaker le plus logique en fait. D'accord? VVI, bah, il sait faire que de regarder le ventricule. Il ne stimule que le ventricule et quand il voit un ventricule, il s'inhibe. Ça veut dire qu'il stimule à 60, sauf s'il voit un ventricule. C'est le mode un peu préférentiel qu'on met chez les gens qui sont en BAV complet. On peut leur mettre un VVI. Si jamais il y a un ventricule, il ne fait rien. Si jamais il n'y a pas de ventricule, il stimule. C'est clair pour vous ça? C'est bon? Ouais. Donc les petits troubles, on parle de CG, mais on n'a toujours pas bien tracé. Un peu tracé, donc les dysfonctions, les troubles conductifs, et je mets la dysfonction sinusale dedans. Si on commence en haut dans la physiologie, bah, la dysfonction sinusale, c'est vous n'avez pas d'onde P ou moins d'onde P. Et donc, vous pouvez avoir un échappement plus ou moins haut situé. Donc là, vous avez un échappement à QRS fin, assez haut situé, avec une activité atriale rétrograde qu'on voit à chaque fois avec la flèche rouge, qui est un peu à distance du QRS, qui remonte vraiment par une voie lente. Et donc, vous avez donc une jonction AV qui fonctionne correctement. Elle est empruntée à rétro, mais une dysfonction sinusale. Et donc, c'est quelque chose en dessous du nœud AV qui fait l'échappement. Et ça remonte par le nœud AV en rétrograde. OK. Ça, souvent, on surveille, on modifie un peu les traitements s'il y a besoin. Si on peut essayer de ne pas mettre de pacemaker pour ça, c'est bien. Si c'est symptomatique et que ça dure, évidemment, il y a une indication. BAV1, ça ressemble à ça. C'est tout le temps un PR long avec un QRS systématiquement suivi, enfin systématiquement suivi un QRS. BAV2 Mobitz 1, en plus gros que tout à l'heure, c'est cette période-là qu'on appelle la période de Lucien-Winkelbach. Donc ça s'allonge progressivement jusqu'à bloquer. Ça, c'est souvent des choses qui sont physiologiques. Je pense que si on se fait tous un Holter au CG et qu'on regarde pendant la nuit, on a à peu près tout dans la salle des périodes de Lucien-Winkelbach. Normal, avec la balance normale de la nuit, le nœud AV, il est sensible aux catécholamines et à l'ambiance générale. Donc c'est normal d'avoir des périodes de Lucien-Winkelbach quand on est au repos, avec un nœud AV au repos. Bah, il est crémant parce qu'il est un peu feignant et qu'il est sensible au système parasympathique qui vient freiner la conduction. D'accord? On prend quelqu'un qui fait du Lucien-Winkelbach la nuit, on met sur un vélo, bah, ça disparaît et le père sera parce que les catécholamines améliorent les fonctions de avoir du Lucien-Winkelbach qui apparaît à l'effort, en revanche, c'est parfaitement pathologique. OK? Et le BAV3, bah voilà. Une activité atriale régulière, plus d'onde P que de QRS, et une dissociation complète avec un échappement qui est plus ou moins haut situé. Donc là, les QRS, ils sont larges, mais pas si larges que ça, avec un aspect de retard droit. Donc on a une branche gauche qui fait le travail, mais ce n'est pas un échappement ventriculaire avec un QRS très très large. D'accord? Il faut faire attention quand même avec les BAV complets, parce que vous allez être plus lent. Ça peut favoriser la survenue d'extrasystole puisqu'il y a un peu plus de diastole. Et que les côtés lents, un peu irréguliers, si vous rajoutez un peu de dysfonction, de problématique ionique, attention aux torsades de pointe et aux troubles de Ça, c'est la problématique du BAV complet. On peut se retrouver avec des torsades de pointe. Donc, il faut surveiller la calémie et éventuellement accélérer les gens s'il y a besoin temporairement pour éviter qu'ils soient, un, symptomatiques pendant que c'est résolutif ou qu'on attend l'implantation, et deux, qu'il y ait des torsades de pointe. Bloc de branche droit, bloc de branche gauche, c'est bon pour tout le monde? Ouais, bon, il y a des critères, je vous les ai mis, vous les regarderez, c'est d'une facilité déconcertante. Un mot sur les ESV.
On va pas faire toutes les ESV, mais en gros, il faut juste se dire que les ESV, il y en a trois types. Il y a l'ESV banal absolument banal et souvent très banal, c'est l'ESV infundibulaire, d'accord? Donc toujours de la même morphologie, monomorphe chez les patients, qui provient de la chambre de chasse du côté droit. Donc on a un aspect très positif en intérieur, avec une transition en V2, V3 souvent. Ça c'est vraiment l'extrasystole du RVOT de la chambre de chasse du ventricule droit par excellence. Elle a cette tête-là. Elle est bien voltée, elle est très haut située dans le RVOT, elle est à couplage long. Elle peut être symptomatique en termes de palpitation, mais elle ne va pas avoir un impact sur les terres chez les patients en dehors souvent des symptômes. Ah. De l'autre côté du spectre, vous avez l'horrible extrasystole qui tue les gens. C'est celle-ci. C'est l'extrasystole du Purkinje. Fine. Quand je dis fine, c'est que par rapport à celle-ci, elle est quand même beaucoup plus fine parce qu'elle vient des voies de conduction. Donc elle n'est pas complètement fine au sens QRS fin, mais c'est une ESV fine. Elle provient des voies de conduction et donc elle active le myocarde ventriculaire de façon assez synchrone quand même. Et elle tombe dans le sommet de l'onde T. D'accord? Ça, c'est toute la question toujours du qu'est-ce que ça veut dire une ESV à couplage court, qu'est-ce que ça veut dire une ESV à couplage long. D'accord? Il n'y a aucune définition de temporalité en millisecondes. D'accord? Le long et le court, c'est par rapport à l'onde T. Une ESV à couplage long, elle tombe après l'onde T ou loin dans la phase descendante de l'onde T. Une ESV à couplage court, elle tombe au sommet de l'onde T. Ou autour. Ok? La problématique de ça, c'est que si vous avez une ESV qui vient tomber dans le sommet de l'onde T, l'onde T, c'est la repolarisation du ventricule. Donc, ce qui se passe dans le ventricule, c'est quand vous avez la dépolarisation du ventricule, en 80 millisecondes, vous avez l'ensemble du ventricule qui se dépolarise. Alors, tout est archi-synchrone, tout va très vite. La repolarisation, elle met 400, 420, 430, 450 millisecondes pour que tout soit de nouveau à un état basal synchrone. D'accord? Ça veut dire que pendant votre repolarisation, vous avez une vaste majorité des cellules qui sont déjà dépolarisées, déjà repolarisées, certaines qui sont en cours de fin de dépolarisation, certaines qui sont en phase entre les deux. Et donc cette hétérogénéité de situation des cellules rend une ESV qui arrive à ce moment-là très dangereuse, puisqu'elle peut emprunter certaines cellules qui sont déjà de nouveau dépolarisables et faire des arythmies de ce fait-là. Quand vous avez toutes les cellules qui sont dépolarisables, c'est une ESV, ça fait une ESV, on en parle plus. Et quand vous avez une ESV qui tombe sur un terrain où il y a certaines cellules qui ne sont pas dépolarisables encore et qu'il peut y avoir une arythmie qui fait de la réentrée, en fait, c'est ça qui rend les choses très arythmogènes. Donc ça tue les gens de façon régulière. Et entre les deux, vous avez toutes les autres, en fait. Toutes celles qui ne sont pas à couplage très court, qui ne sont pas de morphologie banale comme celle du RPO6, ou alors quand vous avez plusieurs morphologies. Donc ça peut être des ESV des mitraux, ça peut être des ESV sur des séquelles d'infarctus, ça peut être des ESV sur des cardiopathies congénitales. Voilà. Exemple concret, c'est la même que. Ça, c'est l'exemple type. Il a failli avoir un. Je ne sais pas la ville, mais il y a eu un petit souci il y a quelques années. Patient qui vient pour. C'est pas cette ECG-là, mais c'est le même principe. Ce patient qui vient pour une syncope aux urgences. Il arrive, urgence générale, ECG. Normal. Rien du tout. C'est archi normal. C'est juste quelqu'un qui a je sais pas, c'est un truc horrible, mais le CG est normal. Et puis, sur le CG, il y a deux papiers en fait, qui sont imprimés. Et puis, en fait, le patient, il reste 6 heures aux urgences, et puis, il est normal cette ECG, il a rien, il a fait une syncope, il y a 25 piges, il repart à la maison. En fait, ça, c'est ça qui se passe après. C'est que la première, elle a rien fait, mais la deuxième, elle peut le tuer. D'accord? C'est les capitales, c'est que la population de c'est les mêmes. Donc, il y a des ESV du Purkinje qui font des FB idiopathiques, c'est des gens qui font des morphiniques parce qu'il y a une ESV pour une raison X ou Y qui vient tuer les gens. C'est les mêmes ESV que vous pouvez voir en contexte de réanimation pour les post-infarctus. Les ESV du Purkinje, J2J7 et l'infarctus qui viennent faire des ESV polymorphes de la torsade de pointe ou TSV, et c'est ces cellules du Purkinje qui, dans l'infarctus,
sont un peu différemment sensibles à l'ischémie, d'accord? Donc dans les zones bordantes de l'infarctus, avec les zones de Purkinje qui sont un peu plus robustes que les cellules du myocarde, mais qui prennent un peu quand même à la taille. Et puis elles se mettent à faire des tracystoles un peu en post-infarctus, et elles font le même type de phénomène avec des ESV couplage court au sommet de l'onté qui font de l'arythmie ventriculaire. Oui, hein, il peut y en avoir sans rien. Et puis pourquoi il y en a une, elle vient créer une torsade de pointe ou de l'AFV. Ça, c'est ESV, contexte un peu plus cardiopathique congénitale, c'est un phallo. Une ESV de cette morphologie-là, qui provient toujours de cette même zone des phallos, hein, ces isthmes que vous connaissez normalement aussi bien que moi, qui sont ces zones un peu préférentielles d'arythmie. De temps en temps, c'est des ESV, donc on peut les traiter en venant les ablater. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des cartes de ventricules comme ça, mais c'est un ventricule droit un peu moche, hein, cartographié depuis l'intérieur, avec le RVOT que vous avez là, puis le ventricule que vous voyez depuis. Ici, il y a l'anneau tricuspide, d'accord? J'en ai un qui est plus joli juste après. Et donc, entre la réparation de la valve et le patch de CIV qui est par là, vous avez une zone là qui est un peu plus fragile, un peu plus ralentie, qui peut faire un peu d'arythmie. Et on peut être amené à traiter soit des ESV de temps en temps, soit des TV. D'accord? Donc ça, c'est la TV sur un phallo, avec une carte qui est un peu plus jolie, qu'on voit depuis l'oreillette. Il faut vous imaginer que vous êtes l'oreillette droite et que vous voyez la valve tricuspide et le RVOT qui arrive. Vous avez la petite cicatrice de patch de CIV. Vous avez la valve ici qui est dans la zone verte, parce qu'après le signal rouge, c'est qu'il n'y a pas de signal au-dessus de la valve. Et vous avez cette TV en fait qui passe au niveau de cet isthme-là. Donc ça, on vient transéquer, si possible en ablation l'isthme, ou dans les cas où les patients ils sont réopérés, on demande au chirurgien de faire une lésion complémentaire pour traiter cette zone. OK pour les ESV. Je parle un peu de TV ici pour le ESV du phallo, mais on va en reparler après. Donc ensuite, il y a tout le paquet d'acquis supraventriculaires. On pourrait en parler pendant tout l'après-midi, mais on ne va pas faire ça. On va en faire quelques-unes. La plus classique, la plus connue, la plus simple, c'est le flotteur commun. La macro-réentrée dans l'oreillette droite emprunte systématiquement comme passage l'isthme cavo-tricuspide, c'est-à-dire que ça tourne. Je ne sais pas pourquoi on parle toujours de la veine cave, etc. En fait, ça tourne autour de la valve tricuspide. On est tout d'accord là-dessus. C'est la valve tricuspide, la vidéo a peut-être se lancer. Voilà. Donc ça, c'est une cartographie d'un flotteur commun. Et donc en fait, la rythmie, elle passe tout autour, mais systématiquement, elle a une zone de passage obligatoire qui est entre la veine cave inférieure et l'anneau tricuspide. Il y a un bloc ici dans la crista terminalis. Ça ne passe pas par derrière. Ça tourne autour de la valve. Et donc, c'est cet aspect très caractéristique en toit d'usine et qui correspond à l'anatomie. C'est-à-dire que la flèche jaune, c'est le ralentissement au sein de l'ICT, de l'isthme corsicipite, qui est ce côté un peu aplati du toit d'usine. La flèche bleue, c'est la remontée sur la paroi septale. Donc, qu'on voit mieux en inférieur, c'est négatif, puisque la partie inférieure de votre ECG, la remontée sur la paroi septale, vous la voyez négativement, c'est pas loin de vous. Et la partie positive, c'est la redescente sur la partie latérale de l'oreillette droite. Et puis ça recommence, systématiquement. OK, je le refais. Ça passe par l'ICT, c'est la partie qui est un peu, comment dire, une conduction qui est un peu lente, c'est pour ça que vous avez un plateau qui est un peu lent par rapport à la montée et la descente. Ça passe par l'ICT, vert, plateau, bleu, c'est négatif en inférieur parce que ça remonte sur la partie septale, rouge, c'est positif en inférieur parce que ça redescend par la partie latérale. Juste sur Bien sûr. Sur la carte, là, ouais. Qui est où? Ah. Donc ça, c'est vu depuis le ventricule droit. Ouais. Donc vous voyez la valve tricuspide comme ça, veine cave sub, veine cave 1, l'auricule en patate, ouais. La fin du siège qui est mal faite. Et donc voilà, vous avez que ce passage, vous avez tout le cycle qui tourne autour de la valve tricuspide. Merci. OK. Et donc nous, pour traiter ça, on vient isoler, on vient créer une ablation pour faire en sorte que l'ICT ne soit plus passable d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que vous pouvez faire un tour, ça s'arrête, vous ne pouvez pas faire le truc commun.
Et pourquoi cette zone-là? Parce que c'est la plus facile ou parce que c'est la plus petite? Pour l'ablation, tu veux dire? Ouais, Ouais, pour l'ablation, parce que c'est la plus petite, ouais. c'est la plus petite. Parce qu'en fait, sinon, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une ligne de là jusque là. Ouais. C'est un peu l'enfer. Il y a l'auricule. Et derrière, pourquoi c'est cette zone-là, l'autre version? Pourquoi ça passe par là? Parce que vous avez une façon anatomique, la cristal terminalis derrière qui joint les deux belles câbles, qui elle a une proportion à faire un bloc qui est importante. Ça qui se passe en fait. On n'aurait pas de cristal, on aurait un truc plat et avec une conduction homogène derrière, il n'y aurait jamais de flotteur commun en fait. D'accord? C'est parce que vous avez une extrasystole qui vient d'un côté ou de l'autre, trop précoce qui fait que la cristal elle bloque, elle ne passe pas, elle dit bah moi je peux pas. Donc, l'extrasystole elle est obligée de faire le tour par en haut et quand elle revient ici, bah, c'est de nouveau dépolarisable. Et donc c'est parti, le cycle est lancé. Et une fois que le cycle est lancé, souvent, il est bien lancé. C'est pour ça que des fibrillations atriales ou des tachyes atriales, parfois on a des réductions spontanées. Et c'est sous traitement antiarythmique. Un flotteur commun paroxystique, c'est très rare. Parce qu'une fois qu'il est bien calé, il y a peu de raisons qu'il vienne s'arrêter tout seul. Ok. Et puis, donc ça c'est l'ablation. D'accord. Donc, même combat avec une carte un peu plus dense. Donc ça tourne vraiment autour de la typifile. Ok. Et l'ablation, on vient faire ça. On vient créer des points, une ligne d'ablation en radiofréquence, ce qui fait qu'après, quand on stimule de ce côté-ci, donc le rouge c'est le plus précoce quand on stimule, le violet c'est le plus loin. Normalement, vous devriez avoir quelque chose de très rapide de l'autre côté, mais quand on a fait la ligne, c'est-à-dire que ça passe complètement de l'autre côté pour faire le tour, et donc c'est très long ici. Et puis parfois, vous avez un mélange de j'ai un flotteur commun, mais j'ai aussi un chirurgien qui a fait une jolie cicatrice d'atriotomie. Et donc ça, alors heureusement, on le voit de moins en moins, parce que maintenant, les chirurgiens, on leur demande, et essayent le plus possible, quand ils font des cicatrices d'atriotomie, de ne pas faire de cicatrices suspendues. Si vous faites une cicatrice suspendue dans la paroi latérale de l'oreille droite, bah, vous créez de quoi faire de l'arythmie autour de la cicatrice. D'accord? C'est vraiment le modèle pour faire de l'arythmie. Et donc ici, bah, il y avait un petit gap à ce moment-là, qui est une cicatrice d'atriotomie par ici. Et là, ici, ce n'est pas homogène. Et donc, il y a un petit passage résiduel, ce qui fait que vous pouvez avoir de l'arythmie qui tourne comme ça. Ça passe dans le vert, puis ça vient passer ici sur la fin, en dessous de la cicatrice d'atriotomie, pas encore sur la zone veine cave qui est complètement isolée. Donc, on reprend dans cette zone, on vient traiter la cicatrice d'atriotomie. Donc, ça, c'est important chez les gens qui font des flotteurs communs. Je leur fais différemment. Il y a beaucoup de cardiopathie congénitales qui ont quand même des surcharges de l'oreille droite, d'accord? Et donc, c'est des patients qui font plus facilement du flotteur commun. Donc, il y a la cristal qui est un phénomène naturel, on a tous. Mais après, plus vous avez une oreille droite dilatée, plus il y a de place pour faire de. D'accord? Donc, les gens qui ont une oreille droite un peu dilatée, ils ont un peu plus de flotteur commun que les autres, les HAP, les phallos, que sais-je. Si en plus vous leur mettez une cicatrice d'atriotomie, bah, il faut faire gaffe pendant l'ablation d'aller vérifier la cicatrice d'atriotomie parce que vous avez d'autres effets d'ICT, même sans ICT. Là, ce qui s'est passé chez ce patient-là, c'est qu'il vient pour un ICT, c'est une cardiopathie congénitale opérée. Vous lui faites l'ICT, vous obtenez un bloc pendant la procédure, le patient il est en flotteur commun, l'arythmie elle ne se réduit pas, elle se modifie un petit peu et en fait ça switch sur la deuxième arythmie. Donc il faut traiter la deuxième, sinon vous n'allez pas du tout traiter le patient dans sa globalité. Monsieur? Oui, ah non, pas monsieur. Ouais. Suspendu, c'est qu'elle ne va pas être reliée à une zone ouverte. En gros, tu vois, si tu veux faire une cicatrice suspendue dans l'oreille droite, il faut que tu ailles faire ton greffon jusqu'à la même cave. En haut ou en bas, sans passer par l'action directe, c'est possible. Mais donc c'est une cicatrice où il y a une zone électrophysiologiquement fonctionnelle. Ouais, alors j'ai pas de papier, mais j'ai arrivé ça. Ça marche. En gros, si tu rejoins ta cicatrice, elle va être inerte, elle va faire un bloc, parce que tu as fait un bloc sur l'entièreté du muscle. Et donc, si tu laisses un demi-centimètre de muscle cardiaque entre la veine cave et la cicatrice, bah, tu crées un truc parfait pour faire de la rythmie. Parce que tu viens faire en sorte que tu puisses avoir quelque chose qui tourne autour de la cicatrice. Le plus possible, il faut essayer de faire des vous faites une cicatrice d'atriotomie ou tout ce que vous voulez, de faire en sorte que ça soit relié à une zone qui est inerte anatomiquement, une veine cave, une valve, tout ce que vous voulez, mais ça ne puisse pas tourner. Et donc voilà, toutes ces arythmies atriales, en aigu pour ça, je pense que c'est pareil, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Hein. Il y a juste un truc à savoir,
enfin, le traitement, évidemment, quand c'est mal toléré et que les gens veulent endormir sans être une grosse brute, une petite perforation, ça marche toujours. Et après, il y a quand même des petites subtilités entre le flutteur, la tachyarthrite ectopique et la fibrillation atriale. C'est notamment la problématique du flutteur, c'est que si vous mettez si vous mettez de la flécaïne, ça va se passer. Ouais, le problème du flutteur et la flécaïne. Qu'est-ce que la flécaïne? Alors moi, je suis un adepte de ne pas prendre les choses par cœur. Je ne peux pas faire pour les comprendre. Vous savez ce que c'est la flécaïne? Flécaïne, c'est un charité de classe 1. La classe 1, c'est les lentilles. Alors, 1, 2, 3, 4. Nana, bois, du kir aux cerises. 1, sodium. 2, bêta-bloquant. 3, potassium. 4, calcium. Le 1, c'est les antisodiques. Donc les antisodiques, ça veut dire que vous allez modifier les vitesses, d'activation ou d'inactivation des canaux sodiques, et donc vous allez diminuer l'activité de vos canaux sodiques. D'accord? Les canaux sodiques sont principalement là pour faire tout ce qui est cellules musculaires en globalité. Pour être une action, c'est plutôt les canaux calciques. Ce que je veux dire par là, c'est que vous mettez des canaux sodiques, vous allez diminuer les vitesses de conduction électrique. D'accord? De l'ensemble du myocarde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que théoriquement, quand on met un patient sous flécaïne, il faut faire un ECG de contrôle et que le risque de la flécaïne, c'est l'élargissement des QRS. Si vous diminuez la vitesse de conduction des canaux sodiques, si la vitesse de conduction intracellulaire, forcément, vous fermez les QRS. Là, rien de biologique. Qu'est-ce que va faire la flécaïne sur un flotteur? Ralentir même celui qui passe. Va ralentir le muscle atrial, c'est le muscle mécanique, et donc votre flotteur commun est d'habitude à 300 battements par minute dans l'oreillette. Vous avez 300 battements par minute dans l'oreillette, votre EAV, il dit, moi 300, c'est non. Par contre, 150 une sur 2, je peux. Donc c'est pour ça que vous avez chez les gens très normaux sans bêta-bloquant, des flotteurs qui sont en 2 pour 1 à 150, bien calés. Parce que 300 par minute sur un OCP normal, il ne sait pas faire le EAV. 150 par minute, dans les conditions, il sait faire. Okay. Risque de la flécaïne, vous mettez de la flécaïne, vous ralentissez les vitesses de conduction intra-atriale. Et vous retrouvez avec votre flotteur commun qui dit je suis à 300 en fait, mais je suis à 230 de cycle. Et là, le EAV, il dit du coup, vous retrouvez un patient qui était à 150 en flotteur commun à 230 en flotteur commun. D'accord? C'est pour ça qu'on dit flécaïne seul sur un flotteur commun. Attention, parce que vous risquez de vous retrouver une situation qui vous est plutôt plus rapide qu'avant. Deux solutions, soit vous ne mettez pas de flécaïne à un flotteur commun, soit vous mettez de la flécaïne plus un bêta-bloquant. Si vous mettez un bêta-bloquant, lui, il agit un peu sur le EAV, la flécaïne, elle n'a aucun impact sur le EAV. Si vous mettez un bêta-bloquant en plus de la flécaïne, vous faites OK, j'ai la flécaïne évidemment anti-arythmique, et je mets un bêta-bloquant pour éviter que je me retrouve avec un flotteur en 1 pour 1. Les rines, oh, c'est super les rines. Donc les rentrées intranodales, comment ça marche? Il faut un prérequis. Il y a 25% des gens qui ont une voie lente. On n'a pas tous une voie lente qui fait de la rine. Une voie lente qui en plus c'est des propriétés électriques qui font qu'on fait de la rentrée intranodale. Donc la rine typique, ça marche comment? Quand vous avez un rythme sinusal, vous avez votre voie rapide qui est empruntée préférentiellement. Et vous avez votre voie lente qui est empruntée aussi, mais comme elle met plus longtemps, ça a le temps de descendre en bas, et finalement, le lieu de la rencontre, il se fait dans la voie lente, il y a une collision dans la voie lente, et puis cette voie lente, elle n'est pas visible, elle est empruntée en antéro, en rétro, on la voit jamais. Okay. Et puis de temps en temps, quand vous avez une extrasystole, un peu bien timée dans l'oreillette, la voie rapide, elle fait la voie lente, par contre, la propriété, c'est qu'elle conduit plus lentement, mais elle a des plans facteurs qui sont plus courtes. C'est-à-dire qu'elle peut être empruntée plus rapidement après une préalable activation. Donc votre voie lente, elle dit moi je peux. Je peux. Puis je peux encore. Et puis comme le bloc il a eu le là-haut très tôt, en fait elle peut remonter. Et là, la réentrée s'enclenche. Donc ça descend par la voie lente.
ça remonte par la voie rapide et votre entrée, elle est partie. OK. Et donc, ça a cet aspect-là. Donc, la RIN typique, comme on remonte par la voie rapide, votre activité atriale, elle est soit dans le QRS, soit tout juste après, vraiment synchronisé. Et donc, on a ces aspects-là de tachy régulière à QRS fin, souvent aux alentours de 150, 160, 180, 200, ça dépend peu des patients. Avec potentiellement cet petit aspect de crochetage en fin de QRS. On se dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas une activité atriale? C'est tout le but de la question, c'est savoir où est-ce qu'est l'activité atriale. Et on peut avoir cet aspect un petit peu en V1, projeté, aspect de pseudo-R', qui est un petit argument pour dire que vous avez un train nodal. C'est bon ça? Qui a dit non? Ouais. On va faire? Ouais. L'induction, ça se fait avec une extrasystole atriale. Enfin, ça pourrait être ventriculaire, on va dire atriale. Si tu as une extrasystole atriale qui arrive un peu avant, la voie lente, elle est OK pour passer dans le ventricule. La voie rapide, elle dit non. Donc en fait, elle bloque directement, elle dit cette fréquence-là, je ne passerai pas par la voie rapide. Donc ça descend par la voie lente. Et une fois que c'est descendu par la voie lente, la voie rapide, elle peut être empruntée en conduction rétrograde. Et le temps que ça met à descendre dans la voie lente, ça laisse le temps à la voie rapide de sortir de sa paire réfractaire. Et de dire, bah maintenant, je peux conduire quelque chose. Et le je peux conduire quelque chose, en fait, il lui arrive quelque chose depuis sa partie rétrograde, et elle remonte dans l'oreiller. Et en fait, là, quand je dis qu'il y a 25% des gens qui ont une voie lente, on ne fait pas tous de la réentrée intranodale, c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement de planète entre la paire réfractaire de chacune des deux voies et leur vitesse de conduction, plus le timing de l'extrasystole, pour que, quand il y a une extrasystole qui arrive, le timing fasse que la voie rapide ne passe pas, la voie lente conduise, puis que la voie rapide passe en rétro, et que tout ça soit bien calé pour que le système soit pérenne. C'est plus clair comme ça? Et donc, cette réentrée intranodale, c'est quelque chose qui fait que on descend par une voie rapide, on descend par une voie lente, on remonte par une voie rapide. C'est typique. L'inverse quand c'est atypique. Parce que toutes les paires de facteurs sont bien timées et que le système est viable. Donc, pas tout le monde qui a ça. D'accord? Mais c'est quelque chose qui existe. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la striadine souvent. On peut faire des manœuvres vagales. La striadine, c'est quand même sympa. Pour bloquer le nœud AV. Si on bloque le nœud AV, comme le nœud AV est une structure strictement nécessaire au circuit, on va venir bloquer la régie. OK? Donc, c'est ce qu'on a là, une urine typique. La striadine fait souvent un peu des ESV quand on les fait. Et puis, on retrouve à un rythme sinusal. QRS fin. Ça, c'est un argument. Ce n'est pas systématiquement de la réentrée quand c'est arrêter la striadine, mais le fait d'avoir un aspect compatible initialement, un arrêt à la striadine, est quelque chose de très évocateur. Petite particularité, dans la réentrée intranodale, le ventricule ne fait pas partie du circuit. D'accord? Vous pouvez ne pas avoir le ventricule. Pour la réentrée, il faut un nœud, ventriculaire, un petit morceau d'oreillette, parce que dans l'oreillette, le passage de connexion voie rapide covalente, c'est avec un petit morceau d'oreillette, mais au niveau de la base du nœud, il n'y a pas besoin de ventricule, d'avoir l'hélice. D'accord? Donc vous pouvez avoir des réentrées qui sont en 2 pour 1 dans le ventricule. Donc là, on voit bien l'activité rétrograde. Il y en a une là aussi, hein, mais il y en a une là, une là, une là, une là, une là. Et donc il y a plus d'oreillettes que de ventricules. Ça, c'est une rhine en 2 pour 1 qui s'arrête à la striadine. Juste pour le plaisir. Ouais. La réentrée, Ouais. Oui. Et il y a une activité ventriculaire derrière. Oui. Qui est haute située et qui est forcément activée par le IS. Donc c'est de l'arythmie dans le nœud. Et puis une fois sur une, souvent, il y a un QRS qui part et donc ventricule il s'allume. Et on peut avoir un bloc une fois sur 2. Parfois, c'est ce qui se passe sur le début d'ailleurs. C'est-à-dire que la rhine, elle se lance, le ventricule, il fait poum, et puis il se lance. Ouais. Les voies accessoires. Voies accessoires. Donc les voies accessoires, 2 problématiques. Un, est-ce que je vais ensuite. 2, est-ce que je leur donne. Autant les réentrées intranodales, il n'y a qu'une problématique de palpitation. Autant les voies accessoires, il y a éventuellement une problématique de mort subite, c'est-à-dire que
La voie accessoire, c'est un reliquat embryonnaire de muscle de myocarde. D'accord? Ce n'est pas du tissu méséventiel. La voie accessoire elle a des propriétés qui sont assez bonnes. Ça peut conduire en 1 pour 1 à des vitesses très élevées, conduire en 1 pour 1 à des vitesses très élevées par du myocarde, de façon non synchronisée. Ça peut faire des arythmies ventriculaires. Donc, différents types de voies accessoires. Celle qui est visible, celle qu'on voit tout le temps. D'accord? Celle qui est masquée, c'est celle qui est présente en antérograde, mais parce qu'elle est un petit peu loin et parce que le nœud atrioventriculaire conduit très bien, on ne la voit pas bien. Et la cachée, c'est elle est là, mais elle n'a pas de conduction antérograde. Ok? Corollaire de ça, la cachée, pas de conduction antérograde, pas de risque de mort subite. D'accord? Et quand vous faites un test à la stréaline à une voie accessoire cachée, et les ondes P bloquées, il n'y a pas de conduction antérograde. Par contre, une voie accessoire masquée, elle existe, on la voit mal sur le sujet de base, qui peut être un test à la stréaline, on ne peut pas apparaître. Ok? Donc ça, typiquement, c'est une voie accessoire intermittente. Elle est masquée ici et elle est visible là. D'accord? Donc là, votre nœud atrioventriculaire, il conduit assez bien. On n'a pas le temps de voir la voie accessoire. Et elle se démasque quand le nœud atrioventriculaire conduit un peu moins bien. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans une voie accessoire? 4 trucs. On voit un PR court. On voit un FLQRS empâté, c'est le nom de delta. Empattement. On voit un QRS élargi. QRS en durée. Et souvent, le fait qu'il y ait un nombre delta, une précipitation, une activation ventriculaire qui n'est pas physiologique, il y a des troubles de la repolarisation. Mais il faut montrer qui n'est pas aussi normal que la conduite. Qu'est-ce que ça peut faire en termes d'arythmie? Vous avez des voies accessoires qui sont antidromiques et des voies accessoires qui sont orthodromiques. Donc les antidromiques, c'est les plus rares, 5% on va dire. Et celles qui descendent par la voie accessoire, qui remontent par le nœud AV, donc vous avez des QRSA. Qui seront toujours, hein, la question qu'on va se poser juste après, TV ou TSV, on voit des arythmies avec QRSA. Et vous avez les TJ sur voie accessoire orthodromiques, sont les principales, c'est ça descend par la voie normale, le battement ventriculaire, ça remonte par la voie accessoire, et donc là vous avez des arythmies avec QRS. Enfin, majoritairement, sauf si vous avez un bloc de branche gauche ou droit associé, ou une cardiopathie sous-jacente, mais vous avez des QRS sains, et ça remonte par la voie accessoire. OK? Et le timing est un tout petit peu différent par rapport à une rime typique. La rime typique, je vous ai dit, QRS, on fait même timing. Que ça remonte par la voie rapide et on est au bon endroit. Là, il faut passer le nœud, descendre les voies de conduction, remonter la voie accessoire. Et donc, souvent, l'activité atriale, elle est un peu plus loin du QRS, en rétrograde. Et elle est négative. Et elle est négative, puisqu'elle va activer les négatives en inférieur, puisqu'elle va activer vos oreillettes de façon rétrograde, quoi qu'il arrive. OK? Un peu dans la salle de gauche. Ouais. Non, elle sera pareille. pareille. Elle sera pareille parce que qu'on remonte par là ou qu'on remonte par là, dans tous les cas, ça va activer le massif atrial par le côté inférieur. Donc ça va être plutôt négatif. Je passe là-dessus parce que je parle, mais les voies accessoires, en fonction de leur morphologie sur le sujet de base, vous pouvez prédire un peu la localisation. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vient de la gauche ou latérale gauche? Est-ce que c'est quelque chose qui est postérieur droit ou gauche en fonction des antéroseptal, septal? Tout est possible, sauf ici, là, il n'y a pas d'antéroseptal gauche parce qu'il y a la valve aortique et la horte, d'accord? Mais le reste, tout est possible. Le problème, du coup, en dehors des palpitations, c'est la question de est-ce que ma voie accessoire, elle peut avoir un risque de mort subite? Elle peut avoir un risque de mort subite pour vous passer en fibrillation atriale. Vous passez en fibrillation atriale dans l'oreillette, si vous avez quelque chose qui est très rapide dans le ventricule en conduction, vous pouvez faire de la fibrillation ventriculaire. Donc là, c'est FA plus voie accessoire. Ça, c'est typiquement le CG du super golf. D'accord? Donc, c'est des QRS1 de temps en temps, et puis de temps en temps, ça passe par la voie accessoire, et donc là, un mix entre des QRS1 et des QRS larges, deux voies accessoires, sur un fond de fibrillation atriale. Le risque, c'est que ça dégénère en fibrillation ventriculaire. OK? Donc c'est pour ça que globalement, les voies accessoires visibles sur le CG, les recommandations elles ont un peu changé, mais globalement maintenant, c'est tout le monde en exploration de physiologie. Et comme les critères de malignité ont également un peu changé,
globalement, vous mettez quelqu'un sur table, dans 99% des cas, la voie accessoire a une malus, si tu fais, on les adapte. L'épreuve d'effort est un très mauvais examen pour ça. L'épreuve d'effort, il faut voir une disparition brutale de la précipitation à l'effort d'un battement sur l'autre. Donc pour ceux qui ont déjà regardé des épreuves d'effort, c'est artefacté, on voit rien, c'est l'enfer. Ok. Donc plutôt des indications d'exploration. Ça, je passe. Et donc, celles qui sont un peu cachées, mais pas trop. Donc là, typiquement, c'est un patient où vous dites, bon, est-ce qu'il y a une voie accessoire ou pas? Le PR, il est un peu court, le QRS, il est un peu empâté, un peu large. Faites un test à la striadine et bim, vous démasquez une belle voie accessoire latérale gauche. Ok. Les petits signes supplémentaires à l'ECG de base, c'est un PR un peu court avec un petit empattement du QRS. Pas d'onde septal. Le fait qu'il n'y ait pas d'onde septal, c'est un argument pour dire qu'il y a une petite activation qui n'est pas physiologique. Une transition un peu précoce, vous avez vu, la transition, elle est plutôt en V2 qu'en V4, là. Et une petite déviation axiale gauche avec un D1 négatif. Alors ça, chez les enfants, c'est assez fréquent, mais l'association des 4 est souvent un bon argument pour la présence d'une voie accessoire masquée latérale gauche. Un peu de plus pédia, les Koumel, les PGRT. Donc ça, c'est une voie accessoire particulière. Voie accessoire particulière qui a quoi comme particularité? Elle est rétrograde exclusive. Elle n'a jamais ensuite de quoi que ce soit, elle n'avait jamais sur un de base. Et elle est décrémentielle. Et elle est souvent située en postéroceptal droit. Et ces voies accessoires-là, les propriétés qu'elles ont font que c'est très facile d'obtenir de la rythme. Ça commence par un rythme sinusal. Rythme sinusal, ça descend par une EAV. Et le temps que ça arrive dans le ventricule, votre voie accessoire, elle a le temps d'être dépolarisable. Comme elle est décrémentielle, elle met du temps à remonter. Donc c'est pour ça que vous avez QRST. Ça, c'est la voie décrémentielle, l'activité atriale rétrograde négative en inférieur du poumelle. Donc ça met beaucoup de temps à remonter dans l'oreillette. Le nœud AV, il est ressenti de sa part réfractaire. Et il dit, bah, eh ben, on a un petit. Ça tourne comme ça. D'accord. Les poumelles et puis GRT, c'est souvent des patients qui sont quasiment systématiquement en continu en arythmie parce que c'est très facile d'obtenir les conditions qui font qu'on fait du tapis de GRT. Et donc à la striadine, ça s'arrête puisque vous bloquez le nœud. Donc vous allez bloquer le circuit. Mais très rapidement, la vie reprend son cours. Hop, un petit écho, ça part pas. Extrasystole, ça descend et puis c'est pas. D'accord. Donc c'est des choses qui sont très facilement inductibles, qui se traitent très bien avec une procédure d'ablation ou des médicaments. Mais... OK. Niveau de complexité supplémentaire. Donc ça, c'est QRS large. Est-ce qu'il y a d'autres procédures que vous connaissez qu'on a déjà évoquées? Ça, c'est un MAIM. MAIM, c'est des voies accessoires qu'on peut voir sur des Epstein, juste comme ça, notamment, qui sont des voies accessoires décrémentielles, antérograde exclusive, plutôt latérale droite. Voilà, si on décrit ce que je viens de vous dire. Décrémentiel, ça veut dire qu'on va être un temps de passage pour arriver à une amplitude qui est relativement important. J'ai dit antérograde exclusive, antérograde exclusive, donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir de conduction rétrograde, mais quand vous allez avoir de l'arythmie sur des naïfs, ça veut dire que c'est stable. Et le corollaire de l'étape numéro 1, comme c'est décrémentiel, c'est pas rythme ventricule. Pas de risque en passant en fibrillation atriale, que le voie accessoire décrémentiel antérograde, elles viennent créer des trucs très rapidement. Donc ça, c'est un mail, ça se branche. Dernière particularité, ça ne se branche pas directement après la valve, ça se branche un peu à distance à l'apex dans les conductions du Purkinje. D'accord. Donc ça fait des arythmies en tachy avec des QRS larges, avec un aspect un peu de transition tardive, inférieure, qui se branche un peu apical. D'accord. Ça, c'est sensible à la striadine, ça descend par la voie accessoire, ça remonte par le nœud AV. Et sur l'ECG de base, en fonction de la compétition entre la voie accessoire décrémentielle et le nœud AV, vous avoir un degré de précipitation variable. C'est une patiente, en l'occurrence, qui avait un degré de précipitation relativement important, puisque c'est quasiment
on voit beaucoup d'activation par le MAM, les QRS ne sont pas du tout fins, on est d'accord? C'est pas très fréquent, ça. Mais voilà, dans les contextes de cardiopathie congénitale, ça peut arriver un peu plus. Et donc, on va venir les ablater plutôt donc latérale droite, au niveau de la note tricuspide. OK? C'est bon? Et ça, c'est le CG post-ablation. Vous voyez le QRS qui est vraiment différent. Les jets, un mot, et après on passe un peu au ventricule. Les jets, donc junctional ectopic tachycardia, on peut voir pas mal en contexte post-opératoire, un peu d'inflammation de la zone ischienne. QRS1, provenant de la région ischienne, d'accord? Donc on n'a pas des QRS larges, on a des QRS fins. Et en ce qui concerne la relation QRS-oreillette, tout est possible. Ça peut être jonction électrique, la descente des QRS1. Okay. La remontée, soit la remontée se fait bien et vous avez une montée rétrograde systématique, soit la remontée se fait pas très bien et vous pouvez avoir du back et une montée de temps à autre qui de temps en temps elle est bloquée, soit la remontée se fait pas du tout et vous avez des dissociations. Okay. Donc là, vous avez belle dissociation AV. Il y a un rythme sinusal là, il y a un rythme sinusal là, il y a un rythme sinusal là, il y a un rythme sinusal là. Il y a un rythme sinusal qui est régulier. Et donc, s'il est régulier, ce rythme sinusal positif en inférieur, c'est vraiment un rythme sinusal qui n'est pas impacté par quelque chose qui lui remonte. Et il y a aussi le QRS1 qui dit ça. Donc, c'est une très jolie CG. On parle de dissociation AV pour les TV notamment. Quand on dit TV, enfin, on dit dissociation AV. Donc, quand on dit dissociation AV, vous pensez à quoi? PAV complet. Dissociation AV, vous pouvez l'avoir dans le PAV complet. Vous pouvez l'avoir dans la TV. QRS large, dissociation AV, TV. On va y revenir juste après. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui est en fait pas de la TV, mais qui n'est pas du supraventriculaire, parce que la jet est vraiment à la jonction. On peut avoir des dissociations AV quand on est sur une jet. La dissociation AV, ça veut juste dire que les oreillettes et les ventricules sont pas connectés dans le T. Ok, c'est bon. C'est la même avec un autre moment. Alors, le fameux TV versus TSV. Pas toujours simple, en plus qu'il y a des algorithmes qui existent pour lesquels nous aider à dire est-ce que je suis en présence de vraiment une arythmie ventriculaire ou bien est-ce que je suis en présence d'une TSV avec un bloc de branche fréquence dépendant, avec un bloc de branche préexistant ou d'autres trucs qui ne sont pas de la TV. Okay. Tous ces algorithmes-là, ils ont été décrits chez les gens montés correctement. Ceci exclut toutes les cardiopathies congénitales et toutes les anomalies neurologiques diverses et variées. Quand je dis ça, c'est que le prérequis de ça, c'est que le QRS sous-jacent est normal. Pareil, les gens qui ont des QRS normaux, à voir quand ils ont des QRS larges, est-ce qu'ils sont en PD ou pas. Toutes les cardiopathies congénitales qui font que les ECG de base, ils sont très altérés, pathologiques, avec une activation vraiment pas physiologique, ça va marcher. Et le piège absolu, c'est la voie accessoire, puisque la voie accessoire, en définition, quand vous avez la voie accessoire antidromique, celle qui est avec des QRSA, par définition, c'est une PLV, mais par définition, c'est une activation du muscle myocardique musculaire. Donc, par définition, elle a une activation du muscle ventriculaire. Par définition, si vous faites l'algorithme des TV sur une voie accessoire antidromique, la réponse va être TV. Parce que la question, c'est de savoir si l'activation se fait comment. Le troisième bonus, évidemment, si les gens sont sous médicaments anti-érythmiques, et notamment la flécaïne, sur la flécaïne, elle va modifier les vitesses de conduction dans le muscle. Bonus flécaïne, la flécaïne a un mécanisme de fréquence dépendante. C'est-à-dire que plus la fréquence de dépolarisation du muscle va être importante, plus l'effet de la flécaïne va se voir.
C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez avoir un patient sous flécaïne avec des QRS à peu près fin à l'état basal, ou accéléré à 200 par minute à l'état atrial, et QRS s'élargit, fait de la flécaïne fréquence dépendante. Je fais très simple. Ok. Donc, ces algorithmes-là, dans des contextes de cardiopathie congénitale, pour les voies accessoires antidromiques, chez les patients qui ont des antiarythmiques, et bonus chez les patients qui ont une cardiopathie pas congénitale avec un bloc de branche préexistant, etc., il faut savoir que vous devez le faire avoir. Okay. Une fois que ça c'est dit, il y a ce fameux algorithme de Brugada qui reprend 4 critères dans un sens bien précis pour essayer de se dire est-ce que je suis plutôt en faveur d'une TSV ou est-ce que je suis plutôt en faveur d'une TV. Les critères étant, je regarde le précordial, est-ce que j'ai l'absence de complexe RS dans le précordial? Oui, c'est plutôt une TV. C'est assez cash comme critère. Sinon, je continue. Je continue. Est-ce que j'ai un aspect RS dans les précordiales à plus de 100 millisecondes? Oui, c'est plutôt une TV. Non, je continue. Est-ce que j'ai une dissociation AV? Oui, c'est une TV. Non, je continue. Et une fois que je suis arrivé là, je regarde, est-ce que mon QRS, il a un aspect de bloc de branche droit ou un aspect de bloc de branche gauche? De d'habitude, entre guillemets. Bah, si oui, c'est une TSV avec aberration de production, plutôt. Sinon, c'est plutôt une TV. En sachant que ce critère-là, qui est placé en 3 dans l'algorithme, normalement, si vous le voyez, il est classifié en TV. Vous avez des ventricules, avec des QRS larges, vous êtes sûr que vous avez une dissociation AB, TV, au final. Ce que je veux dire par là, c'est que 1, c'est super de le trouver, mais 2, il faut en être sûr parce que ça change de façon péremptoire le diagnostic. Okay. Et puis, il y a des choses qui ont été décrites après, qui sont donc, la dissociation AV, je vais vous en parler. Et les autres petits trucs supplémentaires, c'est la fusion et la capture. Donc ça veut dire que sur une TV, si vous avez de temps en temps un QRS fin avec une activité atriale au sein de la TV, ou un QRS plus fin avec une activité atriale, c'est un argument supplémentaire pour dire que c'est de la TV. C'est-à-dire que vous avez de la TV, mais qu'il y a une activité atriale bien timée qui a réussi à passer par le AV et à resynchroniser un moment avec un QRS fin, ou alors à faire c'est la capture, je capture l'amplitude avec un QRS fin. Ou alors j'ai réussi à un moment à faire une activité atriale bien timée, c'est passé par le AV et j'ai fusionné entre le complexe de TV et mon activité d'évaluation ventriculaire. Ok. Ça, vous imaginez bien que ça marche que quand la TV n'est pas trop rapide, sinon on ne voit rien. Mais sur une TV lente, on peut avoir des complexes de fusion et de capture, et ça, c'est des arguments supplémentaires pour de l'arythmie ventriculaire. Il y a des arguments de morphologie des complexes de QRS en VR. Ça, c'est les critères de morphologie des blocs droits et blocs gauches que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a le fameux, la concordance négative ou la concordance positive. Ça veut dire quoi, ça? Ces arguments-là, c'est de dire, quand j'ai une concordance négative ou une concordance positive dans les précordiales, une concordance positive, c'est-à-dire que toutes mes précordiales sont positives. Concordance négative, c'est-à-dire que toutes mes précordiales sont négatives. C'est tellement pas comme d'habitude qu'on considère qu'un argument supplémentaire pour la télé. Attention, voie accessoire, par définition, elle se branche sur la nôtre. Par définition, elle est active depuis la nôtre. Une voie accessoire, donc elle est antidromique, elle a souvent une concordance, peut avoir une concordance positive, très basale, avec toutes les précordiales positives, mais ça reste une TSV. D'accord? Donc c'est pas toujours vrai. C'est la somme des critères qui vous aident. OK? C'est un peu chiant. Mais le mieux, c'est de monter. Alors, le mieux, c'est de monter une sonde. Hein. On parle de ça parce que c'est les ECG, les machins, etc. Mais vous êtes en réanimation, que c'est compliqué, que ce n'est pas. Petite sonde en la droite. Il y a d'oreillette, il y a un ventricule. S'il y a plus de ventricule que d'oreillette, fini. D'accord? Bah, je vous avais la chance de travailler dans des milieux où c'est plus médicalisé que les urgences, donc ça peut être aussi une solution. Donc ça, c'est un ECG d'entrée d'un patient. Il arrive, vient vous voir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde. Donc on peut se dire, tiens, est-ce que c'est une TV ou est-ce que c'est une TSV avec c'est quoi l'horaire? C'est la pause du repas là? Ou il y a un autre cours? C'est un peu que c'est la série.
11h30, 13h, c'est pas très clair. Bon, je vais finir, j'en ai pour un quart d'heure. Donc ça, c'est TSV versus TV. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un aspect RS dans les précordiales? Oui, il y a un aspect RS dans les précordiales. Donc il n'y a pas, le critère, c'est absence de RS. Donc, il y a il y a un critère RS dans les précordiales, donc je ne peux pas dire je continue. Est-ce que le RS, il fait plus de 100 millisecondes? Non. Alors ça, c'est quand même des critères pourris. Calculer les millisecondes sur des trucs qui font 40 millisecondes. Bon, en l'occurrence, si on le mesure, il fait moins de 100 millisecondes. Est-ce qu'il y a une dissociation AV? Compliqué à dire, on ne la voit pas trop. Non. Et la morphologie, est-ce que c'est compatible avec un bloc de branche droit, un bloc de branche gauche? Si vous aviez à choisir, c'est plutôt Kim, bloc de branche gauche, donc un retard gauche, mais un bloc de branche gauche, je trouve que c'est avec tête quand même. D'accord? Il t'en reste 10 minutes. Un petit peu. On va faire le cours de Romain, vous imaginez, voilà. 30. Nickel, ouais. Donc, plutôt pas. Plutôt TV, du coup. Est-ce que les autres critères sont en faveur? La concordance, on n'a pas de concordance positive ou négative, donc ça pas très intéressant. Et le vert est négatif. Vert négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventricule, enfin l'électrode verte, qui est vraiment celle qui est qu'on verra jamais, tout ce qu'elle voit dans ta vie, c'est quelque chose qui soit au même level. Est-ce que c'est. C'est triste, hein? Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand elle voit quelque chose qui arrive vers elle, en termes de ventricule, souvent c'est ventriculaire. Une activation du ventricule physiologique, c'est négatif. Par contre, sur le vert est positif, là c'est un petit argument pour vous dire oui, un vert positif, je me pose la question, c'est tellement ventriculaire. Vous faites 2 ampoules de striadine, il ne se passe rien. Verapamil, ça s'arrête. Donc ça, c'est une TV infundibulaire. D'accord? On n'a pas parlé de la morphologie, mais la morphologie, c'est positif intérieur. Transition V2, V3, V4, là. Ça, c'est une TV infundibulaire. C'est la morphologie d'une TV infundibulaire. Ça respecte tous les critères qu'on vient de décrire. Ça s'arrête au verapamil, puisque c'est ce qu'on appelle les TV de Belacem. Hein, c'est les TV sensibles aux imiteurs calciques. TV infundibulaire. C'est quoi l'action du parapluie? Sur la TV? Ouais, c'est toutes ces zones-là. Alors, toutes ces. Quand tu regardes les zones qui font de la taille atriale de façon un peu facile chez les gens, donc quand tu regardes les zones qui font de la TV ou des ESV facile chez les gens, c'est la chambre de chasse ventriculaire droite, ventriculaire gauche pour le TV. Et au niveau des arythmies atriales, c'est la crista terminalis autour des anneaux, le septum. Toute cette zone-là, il faut vous faire un cours d'embryologie parce que c'est pas du tout mon délire. Toute cette zone-là, c'est la même zone embryologique au départ. D'accord? Et en fait, c'est une zone qui provient d'une, je sais plus quelle structure à la base, mais il y avait des propriétés de dépolarisation spontanée. Et donc, en fait, pendant la migration de ces cellules-là, elles ont tendance, parfois, certaines, à ne pas perdre les propriétés de dépolarisation spontanée. C'est pour ça que vous avez de la taille locale, c'est pour ça que vous avez des voies accessoires qui sont des reliquats de ces cellules-là. Et elles sont sensibles un peu plus au calcium. Parce que c'est un peu des voies de conduction. Ok. Okay. Ça, c'est le même, mais avec le fameux complexe de capture. Quoi. Donc, TV un peu plus lente, dissociation AV, on voit bien. Hein, on voit l'activité atriale là, 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 et puis là, boum, paf, capture. Donc là, vous avez des QRS larges, et puis l'onde P bien timée, QRS fin. Donc ça, vous avez la réponse à la question, il n'y a pas de sujet, c'est une TV. Dissociation AV, capture, fini. Je passe, c'est le même sous flécaïne. Je passe celui-là, c'est le même, c'est une cardiopathie ischémique. Si on reprend les mêmes critères, bah, on arrive à au même diagnostic. Donc, je vous le mets au final. Est-ce qu'il y a RS? Non, c'est plutôt TV. On finit quand même les critères, ils sont tous positifs. Et la morphologie est pareil, elle n'est pas compatible avec un bloc de branche gauche typique. Transition un peu précoce. Et c'est en effet une TV sur une cardiopathie ischémique. Qui plus est, quand vous regardez l'ECG de base, ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi avec l'antériorité du patient. Si votre patient est en état persistant, permanente, la dissociation AV, c'est pas la peine de la chercher. Il n'y a pas d'activité atriale, il n'y en aura pas. Quoi. Et évidemment, si vous connaissez le QRS de base, votre discussion elle est plus facile.
Et c'était juste pour finir là-dessus sur des TV, parce que c'est les TV que je vous ai montré. Donc, une TV infundibulaire. Ok, donc TV infundibulaire, c'est chiant, c'est symptomatique, ça fait des palpitations, mais ça se traite, ça blatte, c'est pas grave. L'autre TV, c'était une TV sur une séquelle ischémique. Donc, évidemment, il y a une question de est-ce que je lui mets un DEF, la blatter, le traiter, etc., traiter la cardiopathie. Mais il y a d'autres TV qui sont des TV sur cœur sain, notamment ces TV qui sont des TV fasciculaires. Ok, ça que vous pouvez voir chez les patients jeunes qui peuvent déclencher un peu l'activité physique. Euh, donc lui, c'était le cas. Il accélère son rythme cardiaque à l'épreuve d'effort et il se retrouve finalement à avoir une accélération un peu plus brutale de son rythme cardiaque, avec une fréquence cardiaque qui augmente et des QRS qui sont certes élargis, pas trop. Donc c'est pour ça que c'est une TV qui provient du fascicule, des voies de conduction, avec un aspect qui est compatible avec une provenance des voies de conduction. Donc vous avez un retard droit et ça ressemble un peu à un bloc de branche droit avec un hémibloc antérieur gauche. Bah, ça fait plus que ressembler, c'est que c'est la TV qui provient de la branche antérieure gauche. Donc si elle provient de la branche antérieure gauche, vous avez un aspect de bloc de branche droit et bloc... Pardon, je refais. Je me suis planté. Merci. Ça provient de la branche postérieure gauche, donc vous avez un aspect retard, bloc de branche droit, plus hémibloc antérieur gauche. OK. Et donc ça, c'est TV sujet sain, sans cardiopathie, avec ces aspects très particuliers, qui peuvent être sensibles au bêta-bloquant et au calcique aussi. Et donc je vous montre la deuxième, parce que ça s'ablate assez facilement, et on va venir. Donc là, vous avez c'est la carte ventricule gauche, avec la chambre de chasse de l'aorte. Et là, le VG qui est vu de la partie septale depuis le ventricule droit. Et donc vous avez toutes les voies de conduction. Un peu petit pour faire ça. Tac, la branche antérieure, elle passe là. La branche postérieure, elle passe. Tous les petits tacs que vous voyez en orange, c'est ce qu'on met quand on voit du potentiel de branche, en fait. Vous pouvez imaginer que votre IS, il est par là, et les branches, elles se séparent comme ça. D'accord? Et donc vous avez ici, là, c'est la carte en arythmie ventriculaire. En rouge, c'est qu'on est très précoce. C'est la provenance au niveau de la branche de l'arythmie ventriculaire, et on va venir ablater cette zone-là pour plus que l'arythmie sorte d'ici. Ok. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement facilement traitables. Palpitation, pas de risque de mort subite et arythmie sur cœur parfaitement sain. Et ça, c'est l'ECG post-ablation. Souvent, il y a une petite modification du QRS quand on vient toucher la branche, quand on fait l'ablation. OK? Un petit dernier, ça. On va faire gaffe quand même à l'ECG. Donc, il y a des règles pour l'artefact. La question, c'est est-ce que c'est de l'arythmie ou est-ce que c'est un artefact? C'est supraphysiologique. Ça, même pour de l'AFB, c'est pas rapide quand même. Ouais, donc ça c'est l'autre critère. Quand vous avez dans une dérivation un truc à une tête et dans votre dérivation vous voyez partir par avec le reste, c'est pas possible. Là, quand on regarde un peu rapidement, on se dit ben, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le VR, il y a un QRS qui est régulier et le V6, il y a un QRS qui est régulier. D'accord, donc ça vous faire attention. Alors sur les ECG, c'est assez rare parce que souvent quand même quand on fait les ECG, alors surtout chez vous, les patients ils sont bien calmes. Par contre, sur les scopes, c'est assez fréquent de se dire sur les scopes, mince, qu'est-ce qui se passe? Là, pareil, on a beau pas savoir, il y a trois dérivations, on ne sait pas trop, mais quand on prend un pas de recul, vous avez un QRS, un QRS, un QRS là, et l'extrasystole latéral ici, j'ai décalé sans décaler les flèches. Et l'extrasystole là, un QRS, un QRS, un QRS. Ça reste quelque chose qui est physiologique, il faut regarder un peu en dessous et faire attention. Et vous voyez partout. Hein. Là, il y a non, pas sur celle-ci. Sur celle le QRS, on le voit là. Le QRS, il est caché ici, mais on l'aurait vu. Il faut faire gaffe à toutes les dérivations. Et quand c'est supraphysiologique, c'est pas possible. Quoi. OK. Et là, après, j'avais remis les TV, mais sinon, j'en ai encore pour 1h30 de plus. Donc. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur le truc, vous voulez que je revienne en 5 minutes ou ouais. Ouais, moi j'avais sur tachycardie avec le faisceau accessoire exponentiel antérétrograde. Ouais, c'est le maïs. Ouais, sur celui-là, on va pas montrer. En arythmique. Comment est-ce qu'on le différencie une TV par exemple, là, comme ça? Eh ben, c'est compliqué.
Non, c'est compliqué parce qu'en effet, l'activité atriale, tu vas avoir des QRS là. Oui, voilà. Donc ça pourrait être une toute la question. C'est pour ça que je disais dans les TV, les algorithmes, il faut faire attention à toutes les voies accessoires, parce que quand tu as des voies accessoires en hydraulique, donc le mail on fait partie puisqu'il ne peut faire que ça, il est en entérogravité exclusive. Je retrouve une situation où tu as une arythmie régulière à QRS là. Et là, il faut toujours réfléchir de la même façon. C'est-à-dire que quand vous avez, il faut partir des algorithmes en disant qu'est-ce que j'ai sous la main. Donc, si tu tapes dans le arythmie régulière QRS là, le 1 c'est TV, donc pensez à la télé, c'est le plus grave. Mais le 2 c'est toutes les voies accessoires antidoping, dont le MAEM. Dans le MAEM, on va en voir deux dans ta vie, quoi. C'est trop. Et ensuite, il y a toutes les arythmies supraventriculaires hors voie accessoire, plus des QRS larges, parce qu'il y a un trouble de conductif sous Y, sous bassin. D'accord. Et il faut te dire, j'ai les trois possibilités, et je vais regarder ce que j'ai sous la main, qui peut venir mettre de l'argent d'un côté ou de l'autre. Et donc, l'algorithme, si tu le fais, en cas de voie accessoire quelle qu'elle soit, il va avoir tendance à te répondre ça peut être ventriculaire. Parce que l'activation du muscle se fait via un morceau de ventricule qui est activé par l'oreillette. C'est pas... La question, c'est l'algorithme te dit, est-ce que ça s'active par la voie monomicielle ou pas? Ça, en fait, qui fait l'algorithme. Donc, s'il te dit, ça se contracte pas vraiment depuis la voie monomicielle, ça peut être du ventricule, ça peut être de la voie. Exactement. Donc, et dans ces cas-là, tu vas venir t'aider. En tout cas, c'est la trialine. Oui, parce que si c'est la TB, normalement, il y a peu de chances que ça l'arrête. Alors, certaines TB infundibulaires ou fasciculaires peuvent être sensibles à la trialine, d'accord, mais à la question. Donc, une TB infundibulaire et fasciculaire, tu n'es pas en train de te poser la question d'une voie accessoire, en fait, parce qu'elles ne sont pas du tout la même morphologie. Par contre, si tu te dis, attends, est-ce que c'est une voie accessoire latérale gauche ou est-ce que c'est une arythmie ou une séquelle d'infarctus latéral à gauche? Peut-être que c'est la même région et tu pourras avoir la même morphologie. Voilà, tu fais de la trialine, ta TV sur séquelle ischémique n'est pas censée s'arrêter. Par contre, ta voie accessoire, elle va s'arrêter. Okay. Ça, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, à vous dire que j'ai plus que la TV et la voie accessoire, c'est assez facile, à moins de tomber sur un asthmatique au dernier degré, tu peux faire de la trialine facilement et avoir la réponse à ta question. OK. Et là, le CG de base, je vous aider encore un peu plus, puisque si tu vas avec une préexcitation à l'état un argument plus. Il y avait une question. Juste une petite question. À part la législative et le verapamil, Ouais. il y a quoi d'autre Il est comme test comme ça. Alors, la trialine, c'est le mieux. Là, le verapamil, c'est pas tant un test qu'un test thérapeutique. Quoi. Oui. Ok. Globalement, c'est pas. Scaling Frenosa, la scaling, ça marche mieux. Nous, il faut éviter tout ce qui est manœuvre vagale. Alors, c'est bien pour les enfants en mettant des glaçons sur la tête. C'est parce que c'est des candidats. Mais la torture des glaçons pour les enfants, pour les malades vagales, c'est pour la qualité ou pas? Non. On ne peut plus. On peut plus. Ça va. Non, mais la limite, ça marche très bien. Les malades vagales, il faut faire attention parce que alors, les jeunes ne sont pas de facteurs de risque, c'est pas un problème. Il y a quand même des histoires de chat, très de gens qui peuvent nous la laisser là. C'est vraiment facile pour le médecin. Pour le médecin, c'est très agréable. C'est patient. Je vous conseille d'aller tout de suite avant que le self ne soit un peu blindé. Attendez, j'y aille. Ouais. Voilà, merci, bonne fin de journée. Merci Romain. Bien sûr, il est enregistré, je vais te l'envoyer. Avec plaisir.